Et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de la 7ème Illusion. Je suis accompagné aujourd'hui par le bûcheron du cinéma. Comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Super bien, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas éventuellement, ou alors vous m'avez vu sur la vidéo de Un métier sérieux. Je suis Cinécho, un autre membre de ce collectif et aujourd'hui je suis là pour vous présenter ni plus ni moins que le nouveau film de Gareth Edwards, The Creator, qui est vraiment, le gros blockbuster de ce mois de septembre, qui s'est fait attendre par de nombreuses personnes, moi y compris, je dois bien l'avouer. Donc avant de commencer, je vais vous présenter rapidement, bien sûr, le synopsis, de quoi ça parle et quelles sont les différentes personnes impliquées dedans. Donc nous avons évidemment à la réalisation Gareth Edwards, que vous devez peut-être connaître pour son premier film qui est Monsters, puis ensuite il a réalisé le film Godzilla en 2014, puis Star Wars Rogue One, un opus très apprécié de la célèbre saga, et il revient donc aujourd'hui avec ce nouveau film original, et non pas tiré d'une licence, avec au casting John David Washington, que nous avons pu voir récemment notamment dans Tenet, mais aussi dans d'autres projets comme Malcolm et Marie sur Netflix, et bien d'autres encore. On a aussi quelques petits noms un peu moins connus, mais qui ont tout de même une certaine renommée, comme par exemple Ken Watanabe, ou encore Gemma Chan, et dans son premier rôle au cinéma, Madeleine Yona Voiles, qui incarne la petite fille qui sera au centre de l'intrigue, puisqu'en effet, l'intrigue de ce The Creator, c'est que on est dans une sorte de futur proche où l'intelligence artificielle a pris le dessus sur l'être humain. Alors, on n'est pas dans un monde post-apocalyptique, là où est la différence avec certains films, c'est parce que les intelligences artificielles ont émigré vers ce qu'on peut appeler la Nouvelle Asie, ce qu'ils appellent dans le film, qui est une partie du monde dans laquelle les intelligences artificielles vivent de base en paix, mais bien sûr, il va y avoir des conflits avec les Américains, notamment dans le film. L'intrigue, c'est que on a du coup le personnage de John David Washington qui, après un drame qui lui est arrivé au début du film, va se retrouver à devoir remplir une mission pour le compte du gouvernement, puisque c'est un soldat. Il va devoir récupérer une arme assez importante dans l'issue de la guerre, puisqu'elle permettrait de détruire les chances de l'intelligence artificielle de s'en sortir. Et il se trouve que cette arme qu'ils vont récupérer, c'est une petite fille que du coup notre protagoniste va petit à petit commencer à apprécier, peut-être il va aussi se méfier, bref, vous aurez l'occasion de découvrir ça dans le film, puisque c'est l'intrigue principale qui va être développée. Voilà. Mon cher bûcheron du cinéma, qu'en as-tu pensé brièvement de ce The Creator? Et ben, ce fut une excellente surprise en fait, parce que c'est un retour, assez, flamboyant de Gareth Edwards, hein, qui nous avait, quand même habitués à des films, déjà mûrement réfléchis au niveau de leur cinématographie, notamment quand il développe, le gigantisme, de ces images et en fait, il va y mêler ses propres obsessions, ce qu'il avait déjà exploré. Il va même s'amuser dans un jeu de citation, assez drôle avec ses propres films, dans le déroulé de son récit et ça en fait, en fait, un objet qui est un peu fragile au niveau de sa structure, qui est une ligne droite, mais on sent qu'en fait Gareth Edwards n'est pas, un grand scénariste, mais il sait raconter avec une image et c'est ça en fait qui me manquait un peu au blockbuster actuel, c'est-à-dire une vraie image cinématographique qui raconte quelque chose, puisqu'on a, à la fois, la confrontation entre l'humanité et l'IA, mais aussi, toute une revisite de l'histoire, des États-Unis et en fait, c'était une bonne surprise d'un film que j'attendais, mais pas plus que ça. Même si j'aime bien le cinéma de Gareth Edwards, hein, j'aime même son Godzilla, mais je dois dire que ce fut une excellente surprise, voilà quoi. Je vois. Eh bien, écoute, de mon côté, c'est pareil, voire même encore plus, puisque je suis quelqu'un de très client du travail de Gareth Edwards, que ce soit son premier film Monsters, qui est vraiment un film que je conseille à tout le monde de voir, qui, même avec un tout petit budget de 500 000 dollars, arrive à nous offrir des images assez marquantes tout de même. Alors, le film n'est pas parfait pour autant. On voit déjà qu'au niveau du scénario, notamment, il y a quelques petits trucs qui pouvaient être retravaillés. Mais honnêtement, c'était déjà un très bon premier film. Et par la suite, je trouve qu'il n'a cessé de s'améliorer. Je suis, pour ma part, un immense fan de son Godzilla, qui, malgré, là encore, quelques défauts narratifs, a des images absolument dingues, à mes yeux, notamment toutes les scènes qui se passent à San Francisco sur la fin, avec de très bonnes idées tout au long du film. Alors,
Et ensuite, il nous a offert l'un des meilleurs films Star Wars qui existent, à savoir Rogue One. Là encore, clairement, le film que j'ai dans l'univers Star Wars, je pense que sous Disney, c'est peut-être mon préféré avec le 8, mais ça se joue de très peu. Je trouve vraiment que Rogue One a un travail de mise en scène assez bluffant et assez dantesque, qui profite bien de son gros budget, hein, bien sûr, mais c'est vraiment un excellent film, un excellent Star Wars. Et ce The Creator, il a la promesse du coup de revenir à un film original, et rien que ça déjà, ça me fait plaisir, parce que je pense qu'on le sait tous, hein, les blockbusters ces derniers temps, il y a de moins en moins de films originaux, ça reste des suites, des remakes, des reboots, etc. Et là, on revient avec un film qui, certes, évidemment, qu'il y a des influences dont on va parler, qui sont assez claires, il y a des références très évidentes à d'autres films, et le scénario du film reste en soi assez classique, mais ça fait quand même du bien d'avoir un univers qui reste quand même original, qui tente des choses, qui est vraiment assez intéressant dans son lore. Il y a vraiment plein de choses à dire, je trouve, là-dessus. Et déjà, ça fait du bien. Et ensuite, tu as parlé des images, et effectivement, les images sont assez bluffante et on a toujours un travail sur le gigantisme assez impressionnant avec cette grosse structure dans le ciel qui se déplace et qui laisse vraiment qui nous terrifie presque durant certains passages, tellement cette puissance semble exagérée, tellement absurde. Et c'est qui est fou même de... représenté par un vaisseau spatial d'ailleurs, ce qui est très amusant, ce qui convoque le film de SF et l'invasion de SF d'un bâtiment spatial qui s'appelle Nomade. Ce qui est très amusant au Oui. niveau du gigantisme, il s'amuse à rejouer ses propres gimmicks visuels du gigantisme dans un film de SF, d'invasion de SF, qu'il mêle avec une réflexion sur l'IA. Exactement. Et c'est vraiment très intéressant le travail qu'il fait. C'est d'autant plus impressionnant quand on connaît le budget de ce film qui n'est que de 80 millions de dollars, ce qui reste un budget bien sûr assez confortable comparé à d'autres films, mais quand on compare par exemple à tous les blockbusters sortis récemment qui sont autour de 100 millions, 250 voire même 300 millions pour certains, et qui sont pourtant bien moins beaux, même si certains plans restent quand même plus jolis dans certains de ces films, dans la globalité ça reste quand même assez fragile, et là tu as un film qui coûte 2 fois moins, voire 3 fois moins cher, et qui arrive à avoir une image qui met à l'amont de tous ces films-là, ce qui est vraiment une prouesse et qui prouve aussi que un budget qui est bien utilisé, ça peut faire de belles choses, notamment quand on utilise des décors naturels, ce qui est un vrai plus pour le film. La majorité du film a été tourné dans de vrais décors dans l'Asie, avec juste des rajouts numériques de vaisseaux ou de robots durant certaines scènes, ce qui rajoute vraiment un vrai sentiment d'authenticité qui permet de rendre d'autant plus crédible cet univers, je trouve. Oui, totalement, parce que en fait, avec un budget assez petit, du coup, le film en fait se doit de faire des concessions et surtout retourner à un aspect beaucoup plus brut et beaucoup plus fabriqué. En fait, littéralement, c'est un film qui parle de fabrication, de créer, et c'est lui-même, en tout cas, The Creator, est lui-même un film qui est fabriqué de toutes pièces, puisqu'il a tourné avec une caméra qui est vraiment pas chère du tout, qu'on trouve facilement dans des universités, que vous pouvez vous-même acheter. Je crois que c'est une Sony À Vesper, 4000 un truc dollars, comme si je ça. dis pas de bêtises, le prix de Voilà, cette c'est caméra. ça. C'est une caméra qui est très peu chère comparée à d'autres caméras qui sont utilisées à des films qui sont pétés de thunes et qui n'arrivent, pour moi en tout cas, moi je serais beaucoup plus agressif, qui n'arrivent même pas à créer un sentiment d'image, mis à part quelques contre-exemples avec le Mission Impossible 7 qui est sorti durant l'été. En fait, ça fait du bien de voir un film qui a conscience de ça. Et surtout, on revient même justement à ces films de SF qu'il convoque lui-même, c'est-à-dire le cinéma de science-fiction des années 70, qui était beaucoup des films fabriqués en soi, quelque part. On retrouve du Soleil Vert, on retrouve Rencontre du troisième type, dans cette idée en fait de créer du spectacle avec finalement pas grand-chose. Et d'ailleurs, même que ce soit du côté américain ou côté français, on a eu aussi Acid qui est fabriqué avec peu d'argent et qui Bien arrive à sûr. créer du spectaculaire. Et on voit que créer de l'image spectaculaire, ça demande tout simplement d'avoir une science de l'image que Gareth Edwards a complètement et réinvesti dans un film qui est vraiment, vraiment magnifique à chaque instant, une photographie qui joue sur les contrastes, sur les lumières, absolument splendide, et même une caméra à portée, vu que sa caméra elle est très peu chère et aussi c'est une caméra qui est très portable, ça lui permet de réinvestir aussi les images
en fait la caméra embarquée, et du coup le cinéma de guerre qu'il avait déjà convoqué, que ce soit dans Rogue One ou alors dans son tout premier film Monster, qu'il maîtrisait pour moi merveilleusement bien la, la précision brute d'un film tourné sur le tas, quoi. Exactement. Il y a vraiment une utilisation assez habile de son faible, je mets avec des guillemets, faible budget, parce que 80 millions reste quand même un budget tout à fait respectable, mais pour un film de cette ampleur, c'est quand même assez impressionnant de voir que le résultat est vraiment aussi magnifique. Donc, vous l'aurez compris, en termes de mise en scène et d'image et de photographie notamment, on est presque tous d'accord, même ceux qui n'ont pas trop aimé le film sur certains aspects, notamment narratifs, presque tout le monde est d'accord pour dire que au niveau de la forme, c'est au minimum vraiment du très très bon, au minimum. Donc maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect du film qui, là, pour le coup, a été beaucoup plus critiqué et qui va du coup être intéressant de traiter, c'est le scénario. Le scénario qui a été pas mal critiqué sur son aspect un peu simpliste, un petit peu trop structuré de façon trop classique, avec notamment quelques petites facilités scénaristiques à droite à gauche, et il y a eu du coup pas mal de gens qui ont été un petit peu déçus par ça et qui, par exemple, il y a une chose qui est ressortie un petit peu récemment, c'est de dire que il faut avant tout un bon scénario avant de faire de belles images. Et on a justement Gareth Edwards qui dit l'inverse. Selon lui, il faut avant tout faire de belles images avant d'avoir un bon scénario. En tout cas, de belles images, avoir un langage visuel vraiment présent au lieu d'avoir un scénario vraiment totalement bien construit. Du coup, je voudrais savoir, à ton avis, ce serait laquelle la meilleure des solutions? En vrai, c'est pour moi, en fait, je pencherais plus vers la vision d'Edwards, en fait, parce que, avec son film, il prouve que même avec une structure de scénario qui est très fragile, hein, que ce soit même dans son Godzilla ou dans son Rogue One, qui était découpé de manière assez étrange, avec à la fois des éléments très précipités et d'autres qui étaient assez développés, même des fois un peu étirés. En fait, le film a une structure assez étrange, hein. Il est découpé en 3 parties et en fait, il arrive pour moi, pas très bien à gérer le tempo narratif de tout ça, mais sa grande qualité qu'on exposait avant, c'est-à-dire le visuel, oui, il a de très très belles images, il sait très bien en faire, mais il sait surtout quoi raconter avec. C'est-à-dire que à la fois, il va passer comme je disais en introduction, d'un jeu de citation, il va s'amuser à citer notamment Apocalypse Now pour raconter l'histoire de l'Amérique, où il convoque en fait la guerre du Vietnam, avec un peuple primitif qui se bat contre un peuple qui est beaucoup plus avancé technologiquement et qui se retrouve finalement confronté à lui-même, confronté à sa propre extinction. Aussi, en fait, le road movie avec cette aventure entre le personnage de David Washington et de Alfie, qui finalement, en fait, confronte l'humanité finalement à sa propre extinction. Est-ce que finalement, en fait, c'est même pas un film en fait sur et qu'est-ce qui se passe si l'IA devient humaine? En fait, c'est plutôt, est-ce que l'humanité serait pas en train de perdre la sienne d'humanité quelque part? Et que le futur, l'avancement, en fait, fait peur à l'humanité et fait de lui un monstre bien plus horrible que ce qu'ils essayent de combattre, en tout cas de ce qu'ils tentent de convoquer. Et c'était déjà le cas dans son Godzilla, justement, en fait, quand on avait ce début de film où le monstre était vraiment le monstre et ensuite devient le sauveur. Et quelque part, en fait, ce qui paraît moins humain l'est plus que l'humanité elle-même, en tout cas. Effectivement, c'est une thématique assez récurrente dans le cinéma de Edwards, avec effectivement, tu as parlé dans le Godzilla, où les monstres étaient finalement beaucoup plus humains que l'étaient les humains. Et ici, on a effectivement cette continuité dans ce scénario avec les intelligences artificielles la thématique est vraiment poussée à l'extrême pour le coup, parce que, alors évidemment, pas de spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais disons que la façon dont est montrée l'intelligence artificielle dans ce film est assez étonnamment, surtout dans une période où on met l'intelligence artificielle, on la met dans une position assez délicate, on dénonce les dérives de celle-ci, à raison pour certains aspects, mais justement c'est un film qui lui dit au contraire, finalement, est-ce que ce serait pas la suite logique de ce qui peut nous arriver en fait? Et juste, ce n'est pas forcément un mal, et au contraire, ça peut nous amener à avoir une nouvelle population qui serait d'autant plus intelligente, d'autant plus humaine, qui ressent d'autant plus de choses et qui
commence même à fonder une société comme les humains. On le voit lorsqu'on commence à arriver en Nouvelle-Asie. On a notamment les passages qui m'ont plus intéressé, c'est clairement les passages où on va s'intéresser à la religion des robots. Il y a pas mal de passages où on voit notamment des robots avec des tenues bouddhistes, avec des temples aussi. On peut voir des sortes de divinités. Il y a notamment une divinité qui est très importante dans le film. Je vous laisserai découvrir. Et je trouve que c'est hyper intéressant de s'intéresser justement à de quelle manière l'intelligence artificielle allait s'inspirer de l'être humain, de la société humaine, pour ensuite créer sa propre société, en retirant, si possible, ce qui fait que la société humaine est parfois mal foutue, d'une certaine manière, dans le sens où il y a toujours des inégalités, il y a toujours des choses qui sont à revoir, et voir cette société d'intelligence artificielle qui essaye de s'améliorer en évitant de faire les mêmes erreurs que les humains qui, eux, vont justement essayer de détruire cette intelligence artificielle. Pardon, c'est dur à dire. Hein. Je veux dire plutôt IA, hein, c'est plus simple. Ouais, IA, ouais. Ouais. Donc détruire cette IA, c'est, je trouve, assez couillu quand même, parce que c'est un discours qui est pas hyper habituel, je trouve, surtout, comme je l'ai dit, dans une période où l'IA n'est pas vraiment très bien vue, quoi. C'est ça en plus que même là, si on sort en dehors du film par rapport à ce qui s'est passé avec la grève actuelle qui est encore qui est un peu encore en débat à Hollywood actuellement, c'est une vision en fait de quelque part l'humanité, elle était ailleurs et c'est en allant chercher ailleurs que on va retrouver en fait la racine de quelque chose en fait qui est vivant. En fait, ces êtres artificiels créés de toutes pièces sont plus humains. Comme tu l'as dit, ils fondent même une religion. C'est pas du tout une ode à la religion, machin. C'est en retrouvant la religion qu'on trouve la spiritualité. Non, juste en fait, ils se questionnent eux-mêmes sur leur propre statut, quelque part aussi. Donc ça fait pas juste les humains sont les méchants, les IA sont les gentils, pas du tout. Ils se remettent eux-mêmes en question, ils commettent eux-mêmes des erreurs. Et même d'ailleurs, quand on va en Nouvelle-Asie, on découvre qu'en fait, certains sont même retournés à la racine même. Ils ont des petites habitations en bois, ils vivent dans un petit village reclus et en fait, demandent juste à être en harmonie avec eux-mêmes, en harmonie avec leur peuple. Et même l'apparence de ces robots, puisqu'on parle d'effets spéciaux pratiques, en fait, ce sont des êtres où on voit, Gareth Edwards sait très bien utiliser la matière purement plastique. En fait, ce sont des êtres humains. Ils ressemblent à des êtres humains avec des pièces assemblées sur eux, en fait. Et c'est ça qui est très intelligent. C'est à la fois, ils sont conscients de leur stature et ce qu'ils sont et ce qu'ils incarnent. Et à la fois, ils ont quelque chose d'humain, en fait, physiquement et dans leurs actes, quelque part. En effet, et c'est pour ça que la thématique de l'IA, voilà, restons sur ça, la thématique de l'IA est fortement intéressante et vraiment c'est l'un des aspects qui fait que, selon moi en tout cas, le film n'est pas juste une simple histoire d'une personne qui va essayer de sauver une petite fille dans un monde du futur proche. J'aimerais revenir rapidement, avant de revenir un peu sur le scénario, sur la musique composée par Hans Zimmer notamment, mais aussi d'autres musiques qui ont été utilisées dans le film. Hein, et on entend notamment du Radiohead, par exemple. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé de la bande originale? Parce que je n'ai pas entendu, j'ai pas entendu beaucoup de gens en parler. Du coup, ça m'intéresserait de connaître ton avis. La bande originale, en fait, c'est un peu, en vrai, là, c'est sur le point où le film, en fait, pêche le plus. En fait, c'est que elle est pas mauvaise cette partition, mais on sent que c'est un peu Hans Zimmer qui fait du Hans Zimmer, un peu de remplissage, même si pour le coup, par contre, le choix de musique, notamment le morceau de Radiohead qui est Paranoid Android, qui est utilisé lors de la citation de la guerre de Apocalypse Now, durant cette scène d'invasion qui ressemble à l'invasion de la guerre du Vietnam, ou dans la célèbre scène d'Apocalypse Now, c'était la chevauchée des Valkyries. Là, ici, c'est quelque part la chevauchée contre les androïdes aussi quelque part et que les humains viennent un peu massacrer en fait un peuple qui vivait reclus et en paix en fait. Et d'ailleurs ce jeu de citation est très amusant et qui va s'amuser à disséminer partout dans le film. En tout cas, j'avoue que
J'entends beaucoup de gens, notamment je l'ai vu avec mon colocataire, ce film. Il est aussi, lui en plus, il est en musicologie, donc autant te dire que la musique, il aime ça. Et lui aussi, en fait, il se lasse un peu du style de Zimmer, et je dois être honnête que moi, en fait, c'est un peu un peu classique, hein, je suis désolé, hein, mais c'est un peu mon compositeur préféré parce qu'il a composé beaucoup de bandes originales qui m'ont beaucoup marqué, notamment un peu moins connu, même si ça reste connu, hein, mais Man of Steel, c'est une BO que je réécoute très souvent. Tellement je trouve qu'il y a un travail assez extraordinaire. Je trouve qu'effectivement, dans ce film, c'est pas sa meilleure BO, hein, clairement. On a eu Oh non, beaucoup mieux. ça fait parfaitement Mais le café, quoi. ouais, franchement, c'est une BO qui, en fait, ce que mon collègue disait, en fait, c'est souvent des musiques qui sont très bien dans le film, mais qui sont pas forcément super à réécouter en dehors. Et j'ai trouvé ça, en fait, c'est vrai que dans pas mal de films d'Hans Zimmer, en fait, c'est des très bonnes BO sur l'instant, mais quand tu les réécoutes à côté, c'est pas forcément des musiques qui peuvent se réécouter comme ça, quoi. C'est vraiment des musiques d'ambiance, en fait, qui proposent. Même s'il y a un morceau qui s'appelle A Place in the Sky, où en fait, il y a des petites notes d'instruments qui viennent justement d'Asie, et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup quand Hans Zimmer fait ça, c'est quand il utilise des instruments qui sont assez atypiques dans ce genre de BO et qui permet vraiment de créer une ambiance vraiment très spéciale qui colle parfaitement avec évidemment la New Asia. Donc j'ai vraiment plutôt bien aimé cette bande originale, même si je comprends ceux qui sont pas totalement fans, mais effectivement c'est pas la meilleure BO d'Hans Zimmer. Oui. Pour revenir sur le scénario, on a parlé de la thématique de l'IA, c'est clairement la thématique qui est le plus développée, mais j'aimerais du coup revenir sur un peu la structure narrative du film. L'histoire entre ce soldat qui a vécu un traumatisme lorsqu'il était, quelques années auparavant, et qui va essayer de sauver cette petite fille robot. Est-ce que tu trouves qu'elle est bien traitée, plutôt bien expliquée à travers notamment la mise en scène, etc. Ou est-ce que ça reste un petit peu trop classique, un petit peu trop balisé et beaucoup trop semblable à d'autres films, parce qu'on sent notamment des inspirations. Moi, j'ai senti un peu du Akira, par exemple, à certains moments. Qu'est-ce que tu en as pensé juste de cette trame principale autour de ces deux personnages? La trame principale autour de ces deux personnages, en fait, elle est très simpliste. Elle est simpliste, mais en fait, je pense pas que ce soit un défaut en soi, parce que il y a, bon, je vais dire une simplicité moi-même, tiens d'ailleurs. Bah, en fait, c'est pas grave parce que en fait, c'est une histoire qui est forte, qui reste universelle, et quelque part, en fait, Gareth Edwards ne se place pas au-dessus de ce qu'il convoque. Il a parfaitement conscience de ce qu'il convoque, et bah, en fait, il veut juste raconter une histoire sur un lien qui se développe et l'humanité et l'IA qui pourraient trouver une sorte d'harmonie quelque part ensemble. Et c'est à travers ce petit road movie. Et sinon, le découpage, par contre, je trouve l'introduction euh, assez. On sent flairer à plusieurs kilomètres ce qui va se passer par la suite. Je vais pas en dévoiler plus, hein, mais quand même, j'ai vu le traquenard arriver. Notamment le fameux twist qui arrive vers la fin du film à peu près. Et en fait, c'est un découpage qui est un peu bizarre par contre, parce que je trouve qu'en fait, on passe de scène en scène en scène. Et en fait, au début, je trouvais ça un peu étrange, mais je trouve qu'en fait, c'est par le voyage et les actions que font les personnages que va se lier en fait assez finement et en sous-marin, en fait, cette liaison, et c'est quelque chose qui est assez agréable à voir, quoi. C'est pas explicité par des scènes assez agressives, en fait. Non, il le fait tout simplement, et en fait, ça se noue de manière assez naturelle, finalement, quelque part, en fait. Et ce qui est en raccord avec la thématique de l'humanité et de l'IA, qui devrait se lier naturellement, quoi. Je vois effectivement ce que tu veux dire sur le lien avec l'intelligence artificielle et le fait que ça devrait être c'est relié de façon naturelle avec effectivement cette évolution. Et tu as parlé du fait que c'était une histoire un peu universelle, et c'est là où justement je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est qu'en fait, je comprends totalement les critiques en soi, de dire que c'est une histoire très simple, qui va pas révolutionner le cinéma ou quoi. Le truc, c'est que il est vrai que je pense que de temps en temps, c'est bien aussi d'avoir des films comme ça, qui certes ne vont pas chercher à travers juste leur trame principale à être hyper complexe, mais par contre vont mettre plein de trucs dans leur thématique, hein, on en a parlé avec l'IA par exemple. Mais j'aime bien en fait justement que ce soit une histoire très universelle, parce que forcément,
Et puisque c'est universel, ça va forcément toucher pas mal de gens, ça va réunir pas mal de gens. C'est des histoires qui vont forcément toucher, et qui moi-même m'ont touché, parce que c'est vrai que c'est le genre d'histoire qui, personnellement, me plaisent beaucoup, à base de rédemption notamment, ou ce genre de choses. Et c'est vrai que, bah, justement, je trouve ça cool que, avec tous les moyens qu'il a mis en place en termes d'image, en termes de en termes d'ambition visuelle, et cetera, pour servir une histoire qui est certes simple, et au moins on la comprend directement, on peut d'autant plus s'immerger dans le monde, d'autant plus apprécier la mise en scène, d'autant plus apprécier, les relations entre les personnages. Ça fait que j'ai vraiment, vraiment apprécié cette séance, et je dois dire que je n'ai même pas ressenti de longueur. Je sais que beaucoup en ont ressenti, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de temps de pause par moment, et c'est vrai que le rythme parfois parfois rapide, parfois c'est un peu lent, et parfois c'est très rapide, notamment sur le final. Seul petit défaut à mon goût, le final est très rushé. Vraiment, c'est dommage, parce que le final est bon en soi, mais il manque des scènes, il manque des trucs pour que ce soit plus digeste, je pense. Au moins 10-15 minutes, ça aurait été Oui, cool. totalement, ouais. Donc c'est vraiment le seul truc qui m'a pas mal dérangé dans le film, même si le final reste cool quand même. Et du coup, j'ai été immergé du début à la fin, parce que le lore m'intéressait. C'est vraiment des choses qui m'intéressent. La musique nous met dans une bonne ambiance. Le casting joue super bien, notamment la petite fille qui joue Alfie est assez bluffante, hein, je dois le Oui, dire. Parce totalement, que vraiment. vraiment, je sais pas quel âge elle a. Je pense qu'elle doit avoir peut-être 10 ans, C'est même un peu moins. ouais, 10 ans, même pas, ouais. Ouais, et franchement, mais j'ai rien à dire, quoi. C'est vraiment une prestation assez remarquable. Notamment le plan final qui est un peu classique là encore, mais ça marche du tonnerre, je trouve, le dernier plan qui Ah, est bien autour sûr. de ce personnage. Et qui est J'ai beaucoup. et qui est Vas-y. même, d'ailleurs, si on veut plonger un peu plus dans la thématique, qui est un peu une sorte de relecture un peu de Je suis une légende de Matheson, en fait. Et sans je vais pas en dévoiler plus que ça, mais ceux qui ont lu le roman, pas vu le film, parce que le film raconte complètement l'inverse du roman, verront de quoi je parle. Et en fait d'une bascule, en fait, du fait que le film sait très bien ce qu'il raconte. Et voilà. Et même, je vais juste revenir, en fait, sur la narration simpliste, parce que justement, en fait, comme tu l'as dit, bah, ça lui permet de déployer son visuel. Et Gareth Edwards, en fait, il sait très bien, et c'est basique de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu, bah, qu'un cinéma, ça se raconte avec des images, ça se raconte avec le son. Et en ça, en fait, tout, en fait, les liens qui se tissent, tous les niveaux de lecture se font avec les images, avec notamment le jeu de citation. Il cite Apocalypse Now, il cite Blade Runner dans le lien, en fait, du développement de cette IA, qui devient un peu comme Roy Batty, en fait, quelque part aussi. L'IA qui devient plus humain que l'humain lui-même. Et même cette espèce de auto-citation, je ne sais pas si c'est intentionnel, mais de Rogue One dans sa dernière partie, et de Star Wars épisode 4, où ils vont littéralement attaquer une base sans trop en dévoiler plus. C'est assez drôle d'ailleurs qu'ils mêlent deux Star Wars qui sont liés. Je trouve le jeu de citation assez drôle quelque part. Mais c'est surtout, en fait, ça raconte l'histoire de l'Amérique. Il arrive à raconter 50 ans d'histoire de l'Amérique avec des images, des citations de cinéma, dans une espèce de fluidité visuelle qui fonctionne très très bien. Il y a un univers qui est cohérent et qui est totalement habile, et qui, bah, les histoires de science-fiction avec des IA, bah, c'est très riche en matière d'histoire. Il a complètement conscience que ça a déjà été fait plein de fois, mais bah, il y arrive, en fait, en questionnant lui-même sa thématique principale, qui est l'humain qui se retrouve confronté à quelque chose qui le dépasse. Voilà, tout simplement. Exactement, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant. J'ajouterais aussi, on n'en a pas parlé, mais je tiens à saluer le travail du sound design, que je trouve exceptionnel. Il y a un travail sur notamment les sons du vaisseau qu'on entend à plusieurs moments, sur les bruits des robots qui se déplacent dans la nature. Vraiment, il y a plein de moments où je me suis dit: mais qu'est-ce que c'est bien foutu, qu'est-ce que je suis immergé dans le truc. Les explosions sont hyper bien spatialisées, c'est hyper bien. Vraiment, je tiens vraiment à saluer ce travail, parce que c'est rare qu'un film m'a autant marqué à ce niveau-là. Je trouve vraiment que le sound design du film est vraiment hyper bon. Voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur The Creator ou pas? Bah, juste que ça fait plaisir de voir un film qui est totalement habité d'un désir de cinéma, et que je pense que c'est vraiment un projet à encourager, parce que, bon, ça a été dit par, d'autres, camarades critiques, mais bah, en fait, ça peut changer quelque chose, en fait, dans la facette du cinéma, et faire montrer que, bah, c'est ce genre de projet qu'on veut.
pas un univers. Moi, je veux pas une suite, en fait. Parce que le film se suffit très bien à lui-même, développe très bien ses thématiques comme il faut. Mais, en fait, de se dire qu'en fait, bah, je veux plus de films comme ça, des films habités de cinéma et d'un désir de vouloir me raconter quelque chose. Pas quelque chose qui va me transcender au niveau de ma cinéphilie, mais juste, en fait, des films qui veulent raconter quelque chose et par son médium. Exactement, et qui veulent de manière générale, c'est quelque chose qu'on perd un petit peu, mais aussi nous faire c'est un peu bête, hein, ce que je veux dire, mais un peu nous faire rêver, tout simplement. Parce que c'est vrai que des films à grand spectacle comme ça, qui peuvent plaire à tout le monde et qui sont juste là pour nous faire imaginer dans un autre monde, hein, c'est de plus en plus rare, malheureusement, et ça fait vraiment du bien. Et de mon côté, ça a été, du coup, en tant que grand fan de science-fiction, grand fan de Gareth Edwards et grand fan justement de ce genre d'histoire, certes simpliste, mais qui, bah voilà, c'est universel, ça fonctionne toujours super bien, et si la technique suit, bon, c'est que du bonheur. Donc forcément, moi de mon côté, je sais pas s'il sera dans mon top 10, c'est possible, mais honnêtement, c'est clairement l'un des meilleurs blockbusters de cette année, voire de ces dernières années. C'est vraiment un film qu'on vous encourage d'ailleurs à découvrir en salle dans les meilleures conditions possibles si vous pouvez. C'est vraiment un film à voir en salle et à encourager parce que c'est clairement il y a un blockbuster vraiment assez galvanisant. Voilà. Totalement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ce podcast, si vous l'écoutez autrement. J'espère que ça vous a plu. Merci à Bûcheron du Cinéma de m'avoir accompagné pour cette vidéo. Pas de souci, ce fut un grand plaisir de parler de ce film. Et bien voilà, et puis effectivement, c'est toujours un plaisir de parler de bons films, en l'occurrence The Creator, qu'on vous encourage à découvrir. On se retrouve prochainement sur la chaîne de la 7ème Illusion avec d'autres chroniqueurs, et on vous dit à bientôt. À bientôt tout le monde.